Et de Louise Guerre. Bonjour Louise. Bonjour. Louise qui est coprésidente, cofondatrice du groupe Cerda Archimag et puis membre de l'Institut du Perma numérique. Et également Emmanuel Laroche. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. J'ai cru comprendre que pour vous, c'était une journée d'enchaînement de webinaires ou de conférences en tout genre. Donc, un grand merci. Emmanuel, vous êtes directeur adjoint de la communication à l'INR et puis vous êtes également Sustainable IT Manager chez Airbus. C'est avec votre première casquette que vous intervenez dans le cadre de cette keynote de clôture. Je vais tout de suite vous donner la main pour présenter votre écran, Emmanuel. Oui. Et puis, de manière plus globale, vous donner la parole. J'en profite en attendant que la configuration se fasse pour rappeler à nos participants qu'on a un peu prévu cette conférence, cette keynote de clôture en mode table ronde et échange. Donc, qu'ils n'hésitent pas à poser toutes leurs questions. C'est le moment ou jamais. Et je serais ravi de les partager avec nos deux speakers du moment. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran correctement. Tout va bien. Tout va bien? Parfait. Donc, je sors juste ma montre pour essayer de respecter un timing et être efficace. Non, pas de souci. Alors, les slides sont en anglais, mais vous inquiétez pas, le discours sera en français. J'ai réutilisé une présentation que j'ai faite lors du Green IT Day, qui est organisé tous les ans par le cluster de la région Occitanie, donc, qui s'appelle Digital 113 et qui a lieu en général le premier jeudi du mois d'octobre sur Montpellier et qui cette année se faisait et sur Montpellier et sur Toulouse. Voilà. Donc, juste pour donner quelques ordres de grandeur de l'impact de l'IT dans le monde, lorsqu'on pense analyse cycle de vie, c'est-à-dire ça n'est pas que la consommation énergétique, c'est en prenant aussi l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer les équipements et plus particulièrement pour extraire les ressources nécessaires à la fabrication des équipements et puis en prenant en compte aussi la fin de vie qui, on verra, n'est pas toujours exemplaire. Donc, quand on prend une approche analyse cycle de vie, 4% des émissions mondiales de CO2 sont imputables au secteur du numérique. Et surtout, c'est en croissance de 6 à 8% par an, alors que si on veut être compatible des accords de Paris et donc rester dans un monde vivable bien en dessous de 2 degrés, bien, il faudrait réduire de 6 à 8% ces émissions pour être simplement compatible. Pour donner un ordre de grandeur, voilà, c'est un ordre de grandeur qui est comparable à celui de l'aviation civile, mais par contre, avec la croissance qui est actuellement de 6 à 8%, on estime que l'IT passera devant le secteur automobile à horizon 2030-2035. Alors, nos actionnaires sont vraiment inquiets des impacts possibles du changement climatique sur le business. Et donc, je vais prendre juste l'exemple d'une entreprise qui est assez emblématique, c'est la Pacific Gas and Electricity Company, PG&E. C'est un peu le pendant d'EDF, mais en Californie. Alors, on peut se dire que cette entreprise qui alimente la Silicon Valley en électricité, le vecteur énergétique sur lequel tout le monde compte pour décarboner ses activités, et la Silicon Valley en croissance de 2 chiffres tous les ans, on pourrait se dire que cette entreprise avait un futur tout tracé pour elle. Eh bien, en fait, en décembre 2018, elle a été responsable des incendies de Paradise en Californie, donc plusieurs milliers de maisons brûlées, 86 morts. Les conséquences financières de ce désastre, et juste financières, représentaient leur chiffre d'affaires annuel, pas leurs bénéfices, leur chiffre d'affaires. Et donc, le Wall Street Journal, qui n'est pas vraiment le journal de Greenpeace, avait titré en disant voilà la première banqueroute climatique d'une grande entreprise et probablement pas la dernière. Donc, vous pouvez imaginer, vous voyez les effets sur l'action de cette entreprise pour les actionnaires. On voit très bien la période de fin 2018 et début 2019. Et cette année, elle n'a toujours pas retrouvé le cours d'avant cette crise. Alors, cette banqueroute, elle a duré 18 mois. L'entreprise n'a pas disparu. Par contre, son assurance a totalement disparu. Mais on peut voir qu'il est toujours dans le rouge. Puis c'est un exemple, on peut se dire que c'est anecdotique, mais référons-nous au World Economic Forum, et peut-être avez-vous hier vu l'intervention d'Al Gore lors de ce World Economic Forum. Là, j'ai pris une planche qui n'est pas issue du World Economic Forum de cette année, mais de celui de 2020, janvier 2020. Et en page 3 du rapport de ce World Economic Forum, c'est le sommet de Davos, donc ce n'est pas non plus l'Assemblée générale de Greenpeace ou d'Extinction Rebellion. Et si vous regardez les principaux risques pour l'économie mondiale, alors je ne vais pas tous vous les faire, on va juste regarder les 9 premiers. Et vous avez en vert les risques qui sont rattachés à l'environnement,
donc non-atteinte des objectifs sur le climat, impact sur la biodiversité, impact du coup sur la météo avec des événements climatiques extrêmes. Vous en avez deux qui sont en violet qui sont relatifs à l'informatique, cyberattaque massive sur des grandes organisations ou effondrement du système d'infrastructure qui est très dépendant, on pense aux câbles, etc. Il pourrait y avoir des attaques là-dessus. Et puis le neuvième risque, qui est plus bas en termes de probabilité et en termes d'impact pour l'économie mondiale, eh ben, ce sont les maladies infectieuses. Donc là, on était en janvier 2020, on n'avait pas encore vécu les confinements Covid en Europe, ça avait déjà bien commencé en Chine. Mais voilà l'évaluation qui était faite de ces risques à ce moment-là. Alors en 2021, le risque a été un petit peu plus évalué. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder le rapport de 2022 et on va voir ce qui va sortir de 2023. Et en 2022, ils ont fait différents horizons de temps, donc court terme, moyen terme et long terme. Et on voit qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche du long terme, alors le long terme, selon le World Economic Forum, c'est 5 à 10 ans. Eux, ils ne se projettent pas à 2050 ni à 2100. Là, ils estiment qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Toujours est-il que sur cette évolution-là, on voit tout de suite les risques environnementaux qui deviennent prépondérants pour l'économie mondiale. Et si on se projette à 10 ans, clairement, les 5 principaux risques pour l'économie mondiale, ce sont des risques totalement relatifs à l'environnement. Ce qui est spécifique à l'IT, c'est de garder en tête que 70% des impacts environnementaux sont liés à l'extraction des matières pour fabriquer les équipements. Même pas la fabrication elle-même, c'est-à-dire qu'on peut ramener la fabrication des composants électroniques en Europe, tant qu'on aura les mines qui seront là où elles sont, l'impact ne changera pas beaucoup. Et la fin de vie est aussi, je vous le disais, très critiquable. Aujourd'hui, à l'échelle européenne, et ce sont des chiffres qui ont été confirmés par Barbara Pompili à l'époque où elle était ministre de l'Environnement. Alors, elle parlait plus de 60% pour la France, mais aujourd'hui, à l'échelle de l'Europe ou de l'OCDE, 70% des déchets électroniques qui sont générés vont alimenter un trafic international, vont finir leur vie au Ghana, au Nigeria, où ils vont être, entre guillemets, recyclés dans des conditions effroyables, dans des décharges à ciel ouvert, en faisant brûler des pneus pour récupérer les métaux qui font à basse température, donc l'argent, l'étain, le cuivre et rien d'autre. Et il y a plusieurs documentaires qui attestent de ces chiffres-là, dont un documentaire français qui n'est pas celui que j'ai mentionné là. Ces chiffres sont juste incroyables, mais ils sont confirmés par Interpol et ils sont très facilement vérifiables. Il suffit de prendre des trackers GPS, de les mettre dans un panel de déchets, d'abandonner ça sur la voie publique, ce que font les journalistes 1 heure avant le passage des encombrants, et on regarde où on perd le signal. Donc, quand on perd le signal en France, on se dit, bon, il y a des chances que ça soit recyclé. Dans les faits, dans un cas sur 3, ça va arriver réellement au centre de recyclage. Dans un cas sur 3, ça va être incinéré, c'est illégal. Dans un cas sur 3, ça va être enfoui, c'est illégal. Donc, même quand ça reste chez nous, ce n'est pas forcément exemplaire non plus. Pour illustrer ces 70% d'impact, j'ai pris juste ici une analyse cycle de vie, les résultats d'une analyse cycle de vie qui avait été réalisée pour l'Agence française de l'environnement, l'ADEME. Et vous voyez en bleu, pour différents équipements, donc des télés, des ordinateurs, des tablettes, etc. En bleu, la phase du cycle de vie qui correspond à l'extraction des matières premières. Et puis en jaune, la distribution. Donc ces équipements, oui, viennent principalement d'Asie du Sud-Est, généralement en bateau, parfois en avion. Quand c'est en avion, ça se voit. Et puis la phase d'utilisation orange. Et on voit bien la prépondérance de la phase d'extraction des ressources. Donc après, la question, c'est aussi la question des conflits d'usage. À la convergence des transitions digitales et environnementales, on peut se dire qu'il y a un futur souhaitable, mais aujourd'hui, on a affaire à des conflits d'usage. Conflits d'usage sur l'électricité. Aujourd'hui, 10% de l'électricité mondiale est octroyée au secteur de l'IT. Vous voyez l'évolution de cette croissance-là. Conflit d'usage sur l'eau. J'avais tout à l'heure une conférence où on parlait de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Personne ne connaissait cette entreprise il y a 2 ans. Maintenant, dans le secteur IT, tout le monde la connaît parce que, dû à une sécheresse sans précédent dans l'histoire de Taïwan, il a fallu choisir entre alimenter les populations en eau pour qu'elles puissent se laver, avoir de l'eau dans la casserole et faire bouillir du riz, faire pousser du riz, donc alimenter l'agriculture, et puis fabriquer les composants électroniques qui nécessitent énormément d'eau. Le choix a été fait, ils ont sacrifié en mettant quand même beaucoup de pression sur les populations pour restreindre leur consommation, mais ils ont quand même sacrifié l'industrie. Et la conséquence à l'autre bout de la planète, c'est que Peugeot n'était plus capable de sortir ses voitures et que même dans des grands groupes aéronautiques, on n'était plus capable de renouveler nos PC. Conflit d'usage aussi sur les terres rares. Alors on peut prendre l'exemple du néodyme, le néodyme qui est utilisé dans tous les tout petits aimants permanents.
Donc ces aimants qui sont arrivés et qui ont permis de faire des paliers magnétiques qui ont permis de réduire significativement les frottements, qui sont utilisés dans tous nos disques durs rotatifs, qui sont utilisés dans beaucoup de moteurs électriques pour avoir de très bons rendements et qui sont utilisés dans 5% des éoliennes. On tape toujours sur les éoliennes, mais sincèrement, on pourrait taper beaucoup plus facilement sur le secteur informatique, toujours pareil, pour avoir des rendements meilleurs. Au-delà des terres rares, on focalise souvent sur les terres rares parce qu'on est très dépendant de la Chine là-dessus. 90% des terres rares qui arrivent en Europe, elles viennent de la Chine. Mais il n'y a pas que les terres rares qui posent problème. On peut citer d'autres petits métaux, le gallium et l'indium par exemple, qui sont utilisés dans toutes les applications de LED pour l'éclairage. Pour avoir une LED blanche, il faut avoir du nitrure de gallium qui fait une LED bleue et après on applique un luminophore. Pas de gallium, pas d'efficacité énergétique sur l'éclairage. Le gallium et l'indium sont utilisés dans toutes les applications optroniques. Donc, dès qu'il y a conversion d'un signal électrique dans un signal lumineux, il faut du gallium et de l'indium. Donc, à un bout de la fibre et à l'autre bout, il y a du gallium et de l'indium. Et le gallium et l'indium sont utilisés pareil de manière beaucoup plus marginale par des technos photovoltaïques pour des applications spatiales, pour avoir de très bons rendements, ou bien pour des applications sur des membranes minces, mais on va dire que c'est quand même pas le gros du marché. Donc, à la croisée de ces conflits d'usage, en fait, on s'aperçoit qu'on a conflit d'usage entre efficacité énergétique, énergie renouvelable et secteur de l'informatique, et avec un recyclage qui, vous l'avez vu, est très discutable. Alors, pour illustrer cet épuisement des ressources abiotiques, donc des ressources non vivantes, des ressources non renouvelables, on peut prendre l'exemple du smartphone. Vous avez tous votre smartphone dans les mains, et en fait, vous avez dans les mains 70%, donc les 2 tiers des éléments connus dans l'univers. Ils sont tous utilisés parce qu'ils permettent d'aller faire de la miniaturisation et donc on va avoir le bon composant qui va permettre de rendre la fonction la plus efficace possible. Bon, mais lorsqu'on a mélangé autant d'éléments simples dans un volume aussi faible, quel est le taux de recyclage? Eh bien, il est absolument négligeable. Donc, si on prend l'exemple du lithium, on pourrait se dire que le lithium, il est quand même assez facile à recycler, il est dans les batteries, c'est assez facile de séparer la batterie du reste du smartphone. Le taux de recyclage effectif du lithium en Europe en 2019, et ce sont des chiffres officiels de l'Union européenne, 0%. Le gallium et l'indium dont je parlais tout à l'heure, 0% en Europe. Le néodyme, dont je parlais tout à l'heure dans les terres rares, là, donc dans le groupe des lanthanides tout en bas, 1%. Et voilà. Et puis après, il y a quelques métaux qui sont beaucoup mieux recyclés. Le plomb est très bien recyclé parce que l'industrie automobile a reçu une forte pression pour que les batteries au plomb, elles finissent pas dans la nature. Et donc, on voit qu'on a un taux de recyclage qui est à 50%, l'argent 55%, mais même l'étain, le tin, est recyclé à des taux qui sont quand même très très faibles. Donc, uniquement sur cette planche-là, on peut conclure une chose, c'est que l'IT tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas durable, n'est pas soutenable. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'informatique dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans. Par contre, je peux vous assurer qu'il va y avoir nécessairement une remise en question de la matérialité. L'image dématérialisée de l'informatique est une image totalement usurpée. Il y a peu d'industries qui soient aussi matérialisées que l'informatique et qui ait autant d'impact matériel et qui soient aussi dépendantes du matériel. Le secteur automobile l'est beaucoup moins, par exemple. Donc, il y aura nécessairement une remise en question de l'informatique pour prendre en compte cette matérialité. Alors après, comment agir sur ces questions-là? On pourra en parler. Donc, il y a des plans d'action. Là, je vous en présente un très rapidement. Pour mentionner que la première chose, c'est de travailler sur la compétence. Les sciences environnementales sont des vraies sciences qui recourent massivement aux mathématiques et aux physiques. Si on est nul en maths ou en physique, mieux vaut aller faire autre chose et aller faire plutôt de la communication sur les sujets. Mais les sciences environnementales sont des vraies sciences. L'Institut du numérique responsable est là justement pour aider à faire passer ces messages et un module de sensibilisation a été créé qui dure 30 minutes qui permet d'aller sensibiliser les salariés vraiment de manière efficace. On a aussi un Massive Open Online Course qui est en ligne gratuitement qui fait 2 à 3 heures. L'INRIA en a produit un encore plus complet de 10 heures, donc tout ça est gratuit. Puis après, il y a des formations plus spécifiques. Quand on est un grand groupe, se poser la question de ces data centers, c'est absolument nécessaire. La virtualisation, décommissioning des applications. Travailler sur les terminaux utilisateurs pour réduire leur nombre, les rationaliser, demander des écolabels sur ces équipements-là, ce qui est un moyen simple de prendre en compte l'analyse cycle de vie, c'est-à-dire que les écolabels sont là pour simplifier la vie des clients finaux et pour permettre des choix qui soient plus objectifs et plus faciles au final.
travailler sur la question des déchets électroniques parce que ça peut être vraiment handicapant pour l'image de marque d'une entreprise lorsqu'on retrouve ces ordinateurs dans une décharge à ciel ouvert au Ghana et que ça fait un documentaire capital le soir. Et je peux vous assurer que c'est arrivé à de grands groupes. Lutter contre l'obsolescence, travailler sur la communication et embarquer sa chaîne de valeur, donc ses fournisseurs mais aussi ses clients. Travailler sur les émissions indirectes, ce serait facile de dire, bah oui, regardez comme j'ai réduit mes consommations électriques, j'ai fermé tous mes data centers et j'ai tout mis sur le cloud. Eh bien non, si on est certifié ISO 14001 et donc si on a déjà un système de management de l'environnement qui est certifié et qui est reconnu, on ne peut pas faire ce genre de choses parce qu'on ne regarde pas que les émissions CO2 dans le cadre du scope 2, c'est-à-dire les émissions liées à la consommation énergétique, mais on prend aussi en compte le scope 3 qui rattache toute la chaîne de valeur. Et puis l'enjeu de tout ça, c'est d'attaquer le problème à la source. Et le problème à la source, il est que les softwares sont tout soft. On pourrait parler de bloatwares, de fatwares, ils ne sont pas optimisés, on a encore beaucoup de code mort, on peut coder avec les pieds, finalement on compte sur la puissance informatique pour qu'au bout il y aura bien une ligne qui va marcher, les architectures ne sont pas optimisées, donc il y a beaucoup de bonnes pratiques autour de l'éco-conception et beaucoup de choses à faire aussi autour de la mesure de l'empreinte des services numériques. Et je m'arrêterai là pour cette présentation. Merci Emmanuel, c'est très intéressant effectivement cette présentation et tous les éléments que vous nous avez donnés. Louis, je vais me tourner vers toi. Effectivement, Emmanuel a un peu évoqué la nécessité d'inclure aussi de l'humain. C'est un peu le message que tu vas porter auprès de nous. Dans un premier temps, est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu l'Institut du perma numérique, nous en dire quelques mots? Je ne sais pas si tu avais prévu un support de présentation. Non. Après avoir vu ceux d'Emmanuel, je me suis dit on va alterner. Donc oui, le perma numérique. Alors peut-être un petit mot avant sur le concept de perma entreprise, hein, puisque la question a été posée tout à l'heure. Hein, c'est bien quand on fait une présentation aussi qu'on se regarde soi-même en tant qu'entreprise. Donc par rapport aux enjeux, notamment qu'a présenté Emmanuel sur toutes ces ressources nécessaires, y compris l'eau, auquel effectivement on ne pense pas spontanément avec l'exemple de Taïwan, on voit qu'effectivement il faut se bouger déjà, et que si on se bouge, il faut le faire dans une approche globale. Nous, au niveau du groupe Cerba Archimag, on s'est engagé dans un nouveau modèle de développement d'entreprise qui s'appelle la perma-entreprise, qui est inspiré des principes de la permaculture. Donc, 3 principes éthiques, hein, prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre, donc en perma-entreprise, on va dire prendre soin de la planète. Là, en général, tout le monde est à peu près d'accord. Et le 3e principe éthique qui est savoir se limiter et redistribuer les surplus. Dans une entreprise, on dirait redistribuer les richesses. Et je pense que c'est cette approche globale qui doit driver, pour les personnes qui nous écoutent, les projets futurs. Parce que l'idée de ces concepts en permaculture, perma-entreprise, c'est qu'ils sont indissociables. Et en ça, ils vont bien au-delà de la RSE qui est souvent uniquement sur les aspects humains ou développement durable, mais sans forcément prendre ces aspects indissociables. Donc voilà, il y a un certain nombre d'entreprises qui s'engagent sur cette voie. Et donc, la société Nord6 a initié un nouvel institut qui est en train de naître, un institut du perma numérique, donc qui n'a pas vocation à concurrencer l'INR ou Green IT, etc. Hein, pas du tout, au contraire, de s'appuyer là-dessus, voire même de travailler ensemble, mais qui est de dire, en termes numériques, comment rendre ces principes indissociables. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lancer des programmes de recherche sur l'ensemble de ces 3 principes éthiques? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'inclusion numérique de manière globale? Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner des startups qui sont en train de créer les systèmes, les softwares ou les fatwares de demain, les solutions de demain, pour qu'elles soient sobres numériquement? Voilà, donc cet institut du perma numérique, on vous en reparlera, hein. Là, il est vraiment en train de naître. Mais voilà, je pense que c'est vraiment cette approche globale
en écosystème hein, qu'il faut développer aujourd'hui dans le cadre du numérique responsable. Alors, pour faire le lien justement avec l'humain, nous, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. On écrit aussi beaucoup avec Archimag et on se rend compte donc, que dans beaucoup de sujets de transition numérique en général et de dématérialisation de manière particulière, l'humain est très souvent le facteur oublié. Pas toujours, mais très souvent. C'est-à-dire qu'il va y avoir des directions informatiques, des directions générales, un monsieur ou madame transition numérique qui va dire il faut y aller, il faut qu'on aille vers plus de technologie, vers plus de numérique. Et le problème, c'est que très souvent, au sein de la société, donc, il y a des personnes qui ne suivent pas. On appelle ça l'exclusion numérique. Mais dans les entreprises aussi, et nous on constate très souvent que dans les entreprises, les grandes, les petites, les moyennes, les collectivités territoriales, des projets sont menés et tout d'un coup on va dire oui, il y a quand même un pourcentage des collaborateurs ou des agents qui freinent sur le système. Non, déjà il y a beaucoup de personnes dans les entreprises qui n'ont pas d'adresse mail. Tous ceux qui travaillent dans des centres logistiques, par exemple. Donc voilà, donc le facteur humain est super important déjà pour que les projets réussissent, mais aussi pour vraiment prendre en compte l'humain. Et l'électronisme, nous on le remarque, est aussi présent dans l'entreprise. Et d'ailleurs, en préparant cette table ronde avec Emmanuel, vous disiez aussi, Emmanuel, qu'on est tous électroniques quelque part. Hein, c'est-à-dire qu'on va être très bon sur les sites web, on est geek, etc. Mais alors, un VPN, qu'est-ce que c'est? On n'en a aucune idée. Voilà, donc on est tous quelque part électroniques. Et voilà, moi j'engage vraiment tous ceux qui nous écoutent à réfléchir à cet enjeu humain, parce que c'est ça qui fait que des projets ratent déjà, mais c'est ça aussi qui fait que les gens se sentent bien dans une entreprise parce qu'on les a écoutés en amont, on les a pris en compte. Et donc, c'est ce qui donne envie aussi de rester dans une entreprise. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs, vous le savez, changent d'entreprise parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de sens au travail. Alors, voilà, il peut y avoir les grands engagements qui sont pris, mais aussi, c'est au quotidien la prise en compte de moi en tant qu'individu qui ne suis pas super familier avec une nouvelle application à utiliser. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment autour de cet institut et ce qu'on a essayé de promouvoir dans cette journée, c'est de dire on n'est pas là pour favoriser la techno pour la techno en disant grâce à ça, on va éviter ces énormes volumes de papier et donc de déraciner des arbres, mais au contraire de se dire que la sobriété numérique devient très importante parce que sinon l'empreinte carbone va continuer d'augmenter. Merci Louise. Et est-ce que éventuellement tu aurais un conseil à apporter aux entreprises qui ont du mal justement à comment dire à intégrer les collaborateurs, l'humain et aussi les clients et partenaires parce qu'ils en font partie dans une démarche RSE ou permis entreprise, soyons fous. Je pense que tout le monde n'en est pas là, mais effectivement, comment inclure ces personnes? En fait, je pense que la RSE, c'est très bien. Un des travers de la RSE dans ce type de projet, c'est que la responsabilité sociale, environnementale des entreprises fonctionne par partie prenante. Donc, dans une entreprise, on va dire une des parties prenantes sur des projets de ce type, c'est l'informatique. Donc, on va discuter avec l'informatique. Et puis, on va commencer par discuter avec la direction générale qui va fixer un cap. Et finalement, dans tous ces projets-là, ça fonctionne un petit peu en silo. Hein. D'ailleurs, la RSE, on travaille avec les clients, on travaille avec les partenaires, ensuite, on va travailler avec les collaborateurs. Et justement, une idée clé de la permaculture qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est cette notion d'agencement. C'est-à-dire qu'on va lancer un projet de transition digitale ou bien de dématérialisation, hein, qui est le grand sujet de cette journée. Au lieu de réfléchir en partie prenante en disant on va démarrer, c'est la DSI hein, qui va gérer ce projet. Et puis tiens, peut-être au bout de quelques mois, on va quand même poser la question aux collaborateurs. Non, si on fonctionne en agencement, on va se dire voilà, pour un projet de ce type,
on a besoin d'agencer les parties prenantes. Et donc, on a besoin de la direction générale qui est sponsor, on a besoin de la DSI, on a besoin de monsieur ou madame développement durable quand il y en a un, monsieur ou madame RSE, et on a besoin des collaborateurs, mais dès l'entrée du projet, pas après. Pas quand on va leur dire, tiens, regardez, on a une nouvelle appli à développer de gestion électronique du courrier, vous allez voir, c'est génial. Ah oui, mais pourquoi vous ne nous avez pas demandé, on n'est pas au courant, etc. Voilà, et nous, on constate ça énormément de fois. Donc, pour moi, la seule solution, c'est d'agencer les parties prenantes en fonction de chaque projet, au lieu de les voir de manière silotée. Donc, les collaborateurs concernés, on va les voir au moment de démarrer le projet et pas en cours de route. Mais pareil avec les autres parties prenantes aussi. Même la RSE, des fois, peut se retrouver en fait en constat. Ah ben tiens, on a fait ça, ça serait bien qu'on communique auprès de nos clients. Ah oui, mais attendez, vous ne m'avez pas demandé mon avis, je ne suis pas au courant. Donc vraiment, moi, j'engage à agencer les parties prenantes et à arrêter de fonctionner en silo. Emmanuel, est-ce que ça fait sens chez vous? C'est une méthode qui vous semble porteuse? Alors oui, déjà, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le fait que les approches stylo n'ont absolument aucune chance de converger sur le Sustainable IT. Et ça, j'ai pour habitude de dire que si quelqu'un me trouve dans la DSI un secteur qui n'est pas concerné par le Sustainable IT, il n'y a pas de problème, je lui offre un café. On peut adresser absolument tous les secteurs de la DSI, depuis la finance au data center, en passant par le réseau, en allant sur Digital Workplace, où il y a quand même énormément de choses à faire. Donc les approches sont forcément là-dessus. Et d'ailleurs, on le voit sur la question de la mesure de l'empreinte d'un service numérique. La question de l'empreinte d'un service, il va falloir qu'on prenne tous les équipements qui ont été fabriqués et la petite part du réseau qui est imputable au fait qu'on veut mesurer le poids d'un mail. Quelle part du réseau j'ai pris, quelle part de mon PC j'ai pris pour rédiger un mail, etc. Donc voilà, cette approche-là est absolument fondamentale. Et je rejoins le rappel de la notion de soutenabilité. Alors on parle souvent de Green IT, le problème c'est que Green c'est défini par nulle part. Numérique responsable, responsable, qu'est-ce qui est responsable, qu'est-ce qui n'est pas? Là c'est plus une question de morale et d'éthique et pas vraiment de définition. Par contre, la soutenabilité, ça a été défini par l'ONU et ça repose sur 3 piliers, People, Planet, Prosperity. Il est à noter d'ailleurs qu'ils ont changé le 3e pilier qui autrefois était Profit et qui est devenu Prosperity. Donc je vous invite juste à réfléchir à la différence entre les deux. Je rejoins tout à fait la notion d'électronisme. Alors là, je prenais un exemple d'une personne qui est ingénieure informatique, qui a une 55 ans, et qui me disait, mais moi aussi, je suis victime un certain degré d'électronisme, parce que la dernière techno de Java ou de Python, je ne la maîtrise pas. Donc, il y a des postes qui m'intéresseraient beaucoup, mais je ne vais pas postuler là-dessus. Parce que j'ai pu, et je me suis fait dépasser par la technologie. Et se reformer complètement sur Java ou sur Python, peut-être que ce serait possible, mais ça va me prendre un an, j'ai 55 ans, bon, difficile de le faire. Et puis après, sur la notion de permaculture, là, je trouve vraiment ce parallèle très intéressant, et d'ailleurs, ça fait partie des sujets qui, à mon avis, seront à investiguer par le futur, de chercher le biomimétisme dans le Sustainable IT, et se poser cette question. On parle de réseaux de neurones, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a déjà eu une inspiration du vivant qui a transpiré dans l'informatique. Et puis, la notion de circularité. Donc, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'épuisement des ressources, c'est justement parce qu'on n'est pas capable de passer en circularité, ce qui est tout à fait le cas de la permaculture. On fonctionne au maximum en circuit clos et on réutilise tout ce qui est produit comme, entre guillemets, déchets, qui devient une ressource à part entière et qui permet de fertiliser. Et les synergies. Donc là, moi, je prendrai un exemple de synergie, pareil, qui est un champ du possible à investiguer. Ce sont les synergies entre numérique responsable, ou Sustainable IT, numérique soutenable, et cybersécurité. Quels sont, on a des référentiels d'éco-design qui ont été produits. Il y en a déjà 3 qui sont sortis l'an dernier, 2 en France, en Allemagne. On voit qu'il y a des synergies avec la cybersécurité qui sont à aller chercher. On a aussi des divergences sur les questions d'obsolescence, mais justement, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à dépasser ces divergences pour le plus grand bénéfice commun. Parce que devoir renouveler un serveur ou des smartphones parce qu'on n'est plus capable de maintenir l'operating system et qu'on nous a dit, écoute, c'est 4 ans, et au bout de 4 ans, mon coco, si tu arrêtes, nous, on arrête le support. Donc, si tu restes comme ça, tu t'exposes à des failles et des vulnérabilités, ça a un coût.
c'est un coût pour les organisations. Et dans un contexte aussi où il faut réduire la voilure sur les coûts, on peut se poser beaucoup de questions sur le fait de se dire, est-ce qu'il vaudrait peut-être mieux que j'investisse sur des compétences d'open source où je serais capable de combattre l'obsolescence, voire d'open hardware. On commence à avoir de l'open hardware aussi. Et puis je rejoins les impacts sociétaux que j'ai volontairement pas développés puisque je savais que Louise les développerait davantage. N'oublions pas sur les impacts sociétaux tous les impacts que nous transférons en amont. Donc l'extraction des ressources dans des conditions qui sont parfois déplorables, comme les mines en République démocratique du Congo, avec la question des minerais de conflit. On parlait autrefois des diamants de sang, maintenant on peut parler du cobalt, du tantal de sang, de la question du travail forcé des enfants, et parfois même de mesures qui vont de manière contre-intuitive aggraver la situation locale. Donc je vais prendre un exemple d'une personne qui avait témoigné lors d'une conférence de ce type-là et qui disait qu'elle était allée en République démocratique du Congo et qu'elle avait vu l'effet des directives, des exigences que nous pouvons avoir dans certains cahiers des charges, de dire nous ne voulons pas de travail des enfants dans notre supply chain. Et en fait, elle avait vu les enfants être battus par les agents de sécurité. Du coup, les enfants ne pouvaient plus travailler dans les mines, n'avaient plus d'argent et étaient déscolarisés. Donc finalement, en pilotant par satellite avec des exigences comme ça, on arrivait à aggraver la copie sur le terrain. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre des exigences pour que les enfants travaillent dans les mines. Je suis en train de dire que quand on met ces exigences-là, il faut s'accompagner du local, des ONG locales, et prévoir d'aller travailler pour scolariser les enfants. Et puis, à l'autre bout de la planète, je vous l'ai dit aussi, la fin de vie, avec des situations absolument désastreuses où on peut dire oui, mais aller voir les décharges en Afrique, c'est absolument c'est immonde. Oui, c'est plein de nos déchets à nous que nous sommes très contents de balancer là-bas, dont les déchets électroniques, qui sont des déchets dangereux, régis comme tels par la Convention de Bâle, et qui ne devraient jamais sortir des pays où ils sont consommés. Oui. Louise, un petit mot pour réagir ou le mot de la fin? Je vois que le temps passe, donc je ne voudrais pas qu'on dépasse. Non, mais je pense que voilà, on est assez complémentaires avec Emmanuel, en tout cas pour jouer ce rôle d'alerte, hein, puisque c'est la keynote de clôture et qu'on essaye de, voilà, de réfléchir au futur. Moi, ce que je voudrais dire aussi par rapport au changement dans les organisations, bon, on sait côté public, tu en as parlé, Fabien, il y a la loi Rennes qui vient s'appliquer aux collectivités. Côté entreprise privée, souvent on se dit oui, mais bon, on n'a pas encore cette loi comme il y a. Mais moi, je trouve que on souligne pas assez que dans une entreprise, on peut changer très vite les choses. Parce que justement, on n'est pas dans une organisation publique et donc on a la possibilité, alors peut-être plus dans une PME que dans un grand groupe, mais voilà, une entreprise aujourd'hui qui décide de commencer par les data, hein, de faire son calcul d'empreinte carbone, peut le faire dans le mois qui vient. Donc, il faut vraiment souligner cette capacité qu'on a à changer et à ne pas toujours, comme on est en France, tout doit venir du public ou du gouvernement, bien sûr. Mais en tant qu'entreprise et en tant que collectivité, on a aussi un rôle actif à jouer. Et on a la capacité à changer les choses très rapidement, surtout dans le privé. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas quelqu'un qui s'occupe de la RSE ou du développement durable qu'on peut pas le faire. Et ça, je trouve que c'est pas assez dit. Donc voilà, si on veut bouger, on peut le faire et quelquefois on peut le faire très vite. Merci Si je Louise. peux me permettre de Oui, complémenter, j'ajouterais que c'est un sujet qui est techniquement stimulant. Et quand on veut attirer des jeunes talents, moi, j'ai aucun problème pour féminiser le sujet de l'informatique. J'ai des majoreux de promo qui candidatent sur la plupart de nos stages. on en Ouais. parlait un peu plus tôt dans la journée aussi de l'égalité homme-femme. Ouais. Encore un vaste sujet. Merci en tout cas à tous les deux. Je voulais effectivement encore une fois remercier tous nos experts, nos sponsors, nos speakers tout au long de la journée. Un grand merci en particulier à Clémence et Simon qui m'ont largement assisté pour la présentation des différentes conférences. Une question, Louise et Pierre, s'il est toujours là, qui vient de m'être arrivée. Une troisième édition de cette journée des maths éco-responsables, bientôt ou pas, prévu ou pas?
L'année Ah bah, prochaine, rendez-vous l'année prochaine. Alors, le 24 janvier 2024, alors, en plus, attends, 24 janvier 2024, ça fait quoi? Ça fait quel jour, ça? Il faut pas que ça tombe un samedi ou un dimanche, hein, c'est tout. Mais On sinon, peut se libérer quand même. hein, on va aller le voir tout de suite. Et ben, c'est mercredi 24 janvier 2024. Voilà, on peut pas dire mieux, hein, je crois. Et je pense Bon, que bah, c'est d'autant plus important. Il y avait ce matin Olivier Faujas de l'ADEME qui nous disait en fait le grand paradoxe du numérique, c'est qu'on a l'impression que c'est voilà qu'on pourrait arriver à le maîtriser, et qui dit en fait le transport est en train de se remettre en question, l'agriculture est en train de se remettre en question, donc on peut espérer que les émissions diminuent, alors que le numérique non. C'est en train d'être dans une croissance, je ne sais pas exponentielle, mais Emmanuel l'a rappelé, de manière très forte. Donc le numérique devient un enjeu, et ça tombe bien parce que c'est un enjeu qui nous concerne tous, sur lequel on peut tous agir. Donc raison de plus pour se retrouver l'année prochaine, et voilà, peut-être qu'on aura des témoignages de ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui vont nous dire, ben voilà comment on s'est bougé dans ma collectivité ou dans mon entreprise. j'espère bien. Et enfin, une toute dernière question, une toute dernière réponse, pardon, globale à une question qui m'est revenue tout au long de la journée. Oui, les replays des webinaires seront bien accessibles. Ils vous seront communiqués ultérieurement. Vous pourrez y accéder quand vous voulez pour retrouver tous ces précieux conseils, ces recommandations, ces indicateurs très parlants. Encore merci à Pierre et Guillaume. Et voilà, écoutez. Sur ces bonnes paroles, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très belle, je ne sais plus parler, une très belle soirée, une très belle fin de journée. Encore merci à tous et à bientôt du coup pour une nouvelle édition de ce bel événement. Au revoir Merci à à tous. tous. Merci à Merci, au revoir. tous. Bon après-midi. Au revoir. Et donc, Merci beaucoup, au revoir. au 24 janvier de l'année prochaine, avec plaisir. Et Le avant évidemment sur plein de choses, mais sur le grand rendez-vous, oui. À bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir, merci. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.